Salut Arthur, Salut Hélène. ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition du salon. Donc tu es cofondateur de Time for the Planet, mais avant de rentrer un peu dans le détail de ce projet, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton parcours et notamment ce qui t'a amené jusqu'à la co-création de ce projet Time for the Planet? Yes, bah écoute, moi j'ai un parcours un peu bizarre. J'ai grandi dans un petit village dans les montagnes à 1 heure et quelques de Lyon. Et du coup, comme je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et que j'aimais bien le sport, je suis allé en fac de sport en attendant de savoir ce que je voulais faire de ma vie, en gros. Et il s'avère que pendant mes études de fac de sport, j'avais beaucoup, beaucoup de vacances. Et pendant mes vacances, j'ai commencé à créer des médias en ligne, enfin des communautés sur les réseaux sociaux. On était en 2011 quand même, donc ça commence à dater. Et à l'époque, c'était Facebook qui était le réseau social méga trendy. Du coup, je me suis retrouvé avec plusieurs millions d'abonnés sur plusieurs verticales au fur et à mesure. Et du coup, j'en faisais donc des médias avec des sites internet, des applications smartphone. C'est comme ça que j'ai créé ma première boîte que j'ai revendue à un groupe de dating. Et puis ensuite, j'ai enchaîné sur une autre société où je faisais des applis mobiles cette fois-ci, mais de services. Donc du dating, parce que j'ai vu que ça avait l'air cool. Et puis d'autres trucs, du gaming, du micro-événementiel. J'ai terminé ça, j'ai vendu aussi cette boîte et je me suis occupé de l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle Thriller, qui a une centaine de millions d'utilisateurs, qui est un espèce de concurrent de TikTok, mais plus sur la musique urbaine. Et en fait, pendant que je faisais ça, donc ça a été assez violent parce qu'en 2 ans, on a commencé à 3 et on était 400. Je me suis rendu compte que j'étais plus trop aligné avec mes valeurs. Je m'étais fait un peu embarquer par le monde de l'entrepreneuriat. Et surtout, j'étais plus trop aligné avec mon ADN de mec des montagnes, fan de nature, parce que je passais mon temps à aller à Los Angeles avec des influenceurs, leur faire des stories, ce qui peut paraître cool de loin, mais en vrai, à un moment, tu te poses des questions sur l'utilité de ta vie et de ton quotidien. Et donc, dans ce grand questionnement, j'ai croisé le sujet du dérèglement climatique, d'autant plus que j'habite en moyenne montagne où la neige avait juste fondu comme jamais et les stations de ski avaient juste fermé comme jamais. Et du coup, je me suis dit, ok, ce truc du dérèglement climatique, il y a un truc à creuser. Et là, j'ai passé du temps là-dedans. Et j'en suis arrivé à une question simple. À quoi est-ce que je sers aujourd'hui avec mon travail dans un monde qui doit urgemment s'occuper de ce problème-là? Et comme la question était vite répondue, comme dit l'expression, bah en fait, j'ai arrêté Thriller, donc cette boîte américaine, et je me suis posé une autre question qui est comment je fais un truc vraiment utile pour le climat de là où je suis, avec les moyens que j'ai et les compétences que j'ai, et notamment dans l'entrepreneuriat. Ok. Et du coup, comment donc la création de Time for the Planet est partie du constat qu'il y avait une urgence d'agir pour le dérèglement climatique. Et cette conscience et cette nécessité d'agir, comment est-ce que tu l'as euh, développée? Est-ce que c'est par rapport à tes expériences? Enfin, tu nous as dit que tu étais très attaché à l'environnement. Est-ce qu'il y a eu des lectures, des interviews, quel a été vraiment l'élément déclencheur Ouais. de ce besoin d'agir pour la planète? En fait, il y a eu deux trucs parce qu'on comprend pas forcément ce que ça veut dire. Quand tu comprends ce qui est en train de se passer, ça te met quand même une grande gifle, hein. Honnêtement, tu te rends compte qu'on est en gros en slip contre Godzilla, quoi. Tu vois, notre arme, c'est un cure-dent. Mais on a du mal à le comprendre parce que quand tu vois ça de loin dans les médias un peu mainstream, tu te dis oui, bah ok, ouais, il y a un réchauffement climatique. Bon, on nous parle de plus de degrés. Mm. En vrai, c'est un pull en moins. Chez moi, l'été, ça sera plus cool. Enfin, c'est ce que tu vois. Quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte qu'il y a quand même un vrai sujet. Typiquement, déjà, là, aujourd'hui, on est sur une trajectoire à plus 3,5 degrés à peu près. Donc, si on reste comme ça, on va monter à plus 3,5 degrés d'ici la fin du siècle, en 2100. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une moyenne sur l'ensemble de la planète. Ça, faut le multiplier par 2 au-dessus des continents. Donc, tu serais à plus 7 degrés. Et encore par 2 pendant les pics, les canicules. Et bonus, pour les régions qui sont proches des montagnes, comme ici, t'augmentes encore. Donc, prends la pire des canicules de ta vie, rajoute-lui 15 degrés, on va être gentil. Demande-toi ce que ça te fait à toi, demande-toi ce que ça fait en termes de capacité à cultiver, à assurer une pérennité pour les ressources alimentaires de manière générale, et tu commences à comprendre. Et le bon exemple pour ça, c'est typiquement le paysage de l'Europe il y a 20 000 ans. En gros, la moitié de l'Europe, elle était recouverte d'un glacier de 3 km d'épaisseur. Donc en gros, 10 fois la tour Eiffel de haut en glace. Tu vois, c'est quand même un beau changement de monde. Et bien la seule différence entre ce monde-là et maintenant, c'est 5 degrés. Il faisait 5 degrés de moins. Donc en rajoutant 5 degrés, ça a complètement transformé notre monde. Et là, on nous parle d'augmenter de 3,5 degrés en quelques dizaines d'années. Là, ça a été des transformations sur des millénaires. Donc c'est juste impossible de s'adapter pour tout le monde. Et ça a été la première claque pour moi. La deuxième, ça a été de découvrir qu'en fait, on est sur le point de déclencher des emballements chaotiques du climat qu'on ne pourra plus du tout arrêter. Ça s'appelle les boucles de rétroaction. Les boucles de rétroaction positives, mais elles n'ont rien de positif. C'est juste que positif veut dire qu'elles s'auto-alimentent. Et en gros, c'est des phénomènes géologiques majeurs
qui, lorsqu'ils sont déclenchés, ne peuvent plus être arrêtés. Donc en gros, ils sont complètement hors de contrôle pour nous et on ne sait pas où ils nous emmènent. Et donc typiquement, on sait qu'après plus de degrés, il y a ça qui s'enclenche. Et donc pour te donner un exemple, il y a des dizaines de boucles comme ça, mais il y a celle du permafrost par exemple. Donc c'est des terres gelées qui représentent à peu près 20% du globe et qui dégèlent jamais, depuis des millions d'années. Et en fait, c'est très bien qu'elles ne dégèlent pas, parce que dans le permafrost, il y a du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est 80 fois plus nocif que le CO2 en termes de pouvoir réchauffant. Il y a des milliards de tonnes de méthane. Et donc aujourd'hui, le permafrost commence à fondre, 70 ans avant ce qui était prévu par les scientifiques, et donc il relâche le méthane, qui accélère le réchauffement climatique, qui accélère la fonte du permafrost, qui relâche de plus en plus de méthane. Et tu comprends pourquoi c'est une boucle. En gros, ça, il y a des dizaines de trucs comme ça qui sont sur le point de se mettre en marche. Et si on s'occupe du climat, ça ne part pas, pas de sujet. Si on s'en occupe pas et que ça part, on pourra gesticuler dans tous les sens, on pourra faire tout ce qu'on veut, c'est fini. On ne sait pas où ça nous emmène et potentiellement ça nous emmène vers une planète qui est juste inhabitable pour 80% de la surface. Ce qui est vraiment des projections. Donc en fait, moi j'ai pris une grosse gifle en me disant à quoi ça sert de me lever le matin pour, je sais pas, aider des mecs à être mieux référencés sur Google ou pour faire danser des gamins dégénérés sur une appli quand on a ça en face de nous. Et surtout, on travaille 100 000 heures dans une vie, ça fait 11 années en cumulé. Si tu mets tout ça sans dormir, ça fait beaucoup. À quoi ça sert de faire ça? Si c'est pour faire un truc qui en plus nique notre avenir, mais autant faire une très grande sieste de 100 000 heures, ça sera plus utile. Et en fait, là j'ai commencé à me dire, je ne peux plus faire autre chose que consacrer ma vie à ce combat-là, parce que il y en a plein, hein, mais celui-là je le trouve vraiment important. Et je me suis vraiment remis en question sur plein de trucs. Et juste pour une petite touche de positif, parce que quand même il y en a, tous les scientifiques te disent, quand tu discutes avec eux, et même le dernier rapport du GIEC, que si on atteint cette fameuse neutralité carbone au moment où il faut l'atteindre, c'est-à-dire en 2050, en tout cas on produit les émissions que la Terre est capable d'absorber naturellement, mais en fait c'est fini, on ne parle plus jamais du sujet du climat. La température arrête et nos petits-enfants ils nous diront c'est quoi ce truc du climat dans les livres d'histoire, c'est chiant. En fait, vraiment. Donc moi je me suis dit ça c'est cool, donc allons-y, sortons-nous les doigts et essayons de trouver des solutions. Et il va falloir des millions de solutions avec des millions de personnes, donc ça sera pas une mauvaise chose de s'y mettre. Voilà. Time for the Planet répond un peu à cette nécessité d'agir, puisque on a vu, notamment lors du dernier rapport du GIEC, qu'il nous reste 3 ans pour inverser la courbe des gaz à effet de serre. Mais comment justement agir, se sentir utile face à cette urgence en fait, parce qu'on peut vite se sentir un peu dépassé par la situation, puisque c'est assez alarmiste. En général, on a plutôt tendance à avoir du mal à agir par la peur. Et du coup, comment rester optimiste face à cette urgence? Ouais, c'est un bon point que tu soulèves, parce que c'est vrai, on nous parle du plus grand challenge de l'histoire de l'humanité, et nous, en gros, on peut pisser sous la douche et s'acheter une trottinette, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça te laisse un peu pantois, pour utiliser des jolis mots. Mais en gros, c'est un peu notre constat à nous. C'est que quand tu veux agir en tant que simple citoyen, ce qu'on a commencé par faire nous, quand on a pris conscience de ça, bah très vite tu te sens quand même assez limité et tu vois bien que t'as pas d'outils, quoi, que t'as pas d'armes, t'es vraiment à main nue. Et du coup tu te sens dépassé, tu te dis mais ce truc là est énorme, quoi. Donc t'as soit du déni, soit de l'éco-anxiété. En vrai de vrai, il y a des moyens d'agir qui sont démentiels, il y a des leviers monstrueux, mais il faut justement passer par l'intelligence collective et l'action collective. Nous, ça a été notre réflexion, on s'est dit, bah ok, puisqu'on est limité en tant que simple citoyen, comment on élargit notre rayon d'action? Comment on crée un outil et une arme qui permettent à n'importe qui d'avoir beaucoup plus d'impact? Et c'est ça la réflexion de base de Time for the Planet. Nous, on savait un truc, c'était notre conviction, c'est ce qui nous a rassemblés, c'est que les entreprises, en fait, c'est un outil de dingue, parce qu'on en avait créé et on l'avait vu. Moi, typiquement, j'arrivais à toucher des millions de personnes tout seul depuis mon ordi. Mes associés, ils ont fait des trucs de malade mental. Enfin bref, on s'était rendu compte que l'entrepreneuriat, c'est puissant, et surtout qu'une entreprise, en fait, par définition, ça transforme nos modes de vie à grande échelle. Et en gros, c'est exactement le sujet. Donc, on s'est dit, il faut creuser par là. Et là, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des scientifiques. On a eu de la chance, par effet de réseau, on a rencontré très vite des gens comme Jean Jouzel, qui est l'ex-vice-président du GIEC, justement, ou d'autres glaciologues et autres. Et en fait, on leur a toujours dit, les gars, sur le problème, c'est bon, là, on l'a bien. Par contre, c'est quoi les solutions? Juste dites-nous qu'on essaie de trouver un truc que nous, on peut faire en agissant avec ce levier de l'entreprise. Et à chaque fois, ils nous ont dit la même chose. On a besoin de sobriété, parce qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre de manière plus sobre. Aujourd'hui, être dans l'ultra-possession, l'ultra-exubérance, de toute façon, ça nous rend pas heureux, ça nous rend tous dépressifs, et c'est pas une voie pour l'humanité. Donc tant mieux, revenons un peu en arrière et concentrons-nous sur ce dont on a vraiment besoin. Et il va nous falloir de l'innovation. Pas de l'innovation pour dire la technologie va tous nous sauver, vous inquiétez pas les gars. De l'innovation pour dire comment on fait moins.
comment on améliore, tu vois, genre comment est-ce que tout ce qu'on a aujourd'hui, la façon dont on produit les biens et services, la façon dont notre société, notre système fonctionne, on le décarbone. Et donc là, il y a eu un constat qui a été le démarrage de Time for the Planet, c'est qu'ils nous ont tout le temps dit, les innovations cruciales dont on a besoin urgemment maintenant, elles existent toutes. Elles sont déjà toutes là. Mais le problème, c'est pas de les faire exister, c'est de les faire changer d'échelle. Parce qu'elles sont portées par des innovateurs, qui sont donc des chercheurs, des ingénieurs, des scientifiques, mais pas du tout des entrepreneurs. Donc eux, leur rôle, c'est d'améliorer leur innovation, ils sont passionnés par ça. C'est pas d'en faire une entreprise avec un modèle économique viable qui peut embaucher des milliers de personnes pour déclencher de la force de travail humaine qui permet d'en faire un vrai truc qui passe dans nos quotidiens à toutes et tous. C'est l'opposé de leur métier, ça. Et nous, ça nous a mis une gifle, parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on connaît des entrepreneurs de dingue qui ont vendu leur boîte en centaines de millions, qui sont brillantissimes et qui sont en train de se dire, putain, il faut absolument que ma compétence entrepreneuriale, je la mette au service d'un truc utile maintenant, mais je ne sais pas comment faire ça. Et vraiment, c'était un truc de fou. Nous, on s'est dit, ok, il faut faire le Tinder du climat, en fait, les gars. Il faut prendre les mecs qui innovent et qui nous pondent des trucs incroyables pour la planète, mais qui ne les déploient pas. Et il faut prendre les boss finales du rap game pour déployer une innovation. On les met ensemble, et c'est ce qu'on fait. On cofonde l'entreprise avec eux pour pouvoir la souder, les appuyer, et surtout injecter l'argent dont ils auront besoin pour se développer. Et ça, c'est notre mission. Et on s'est dit, on va faire 100 fois ça, parce qu'on veut déployer 100 innovations majeures pour le climat. D'accord, donc vous travaillez du coup en parallèle avec les développeurs des innovations et vous les aidez du coup à créer un business model pour que leurs innovations soient applicables au sein de la société et qu'elles puissent ensuite être déployées à grande échelle. Donc l'objectif c'est sans innovation. Et ces sans innovation, comment elles se traduisent Est-ce que vous avez des exemples Ouais, carrément. Juste pour bien comprendre, nous, on vient cofonder. Donc vraiment, tu vois, on vient cofonder en recrutant des innovateurs et des entrepreneurs. Et on finance. Et en fait, on est partie prenante de la boîte. Et après, on les met en open source. On finance ça avec un crowdfunding géant, tu l'as compris. Et nos associés, ils viennent pas chercher de la rentabilité financière, ils viennent chercher du dividende climat pour augmenter leur patrimoine carbone. En gros, c'est un peu des concepts qu'on a créés, mais qu'on a créés réellement avec les instances de référence. Maintenant, on est partenaire de l'ONU là-dessus. Et donc, tous les ans, ils voient leur patrimoine carbone, c'est-à-dire le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'ils ont permis d'enlever sur Terre grâce à leur argent dans Time for the Planet. Pour répondre à ta question, on a reçu un peu plus de 700 innovations l'année dernière, donc on a un gros pipe entrant d'innovation maintenant. Et on en a sélectionné que 3 pour l'instant. Parce qu'on a vraiment une méthode de sélection qui est assez stricte, avec un comité scientifique, avec des évaluateurs qui sont plusieurs milliers, qui doivent noter les innovations selon certains critères, des tests sur le marché pour aller voir s'il y a une réalité économique. Et après, on vote en assemblée générale avec tous nos associés. Aujourd'hui, ils sont presque 50 000, on est 49 000, putain, on n'est pas loin les gars. Et du coup, ces gens-là, ils votent en mode à vos télécommandes pour dire on investit sur ça, ça, ça. Et donc on a investi sur 3 innovations. La première, elle s'occupe de la marine marchande. Donc la marine marchande, c'est le fait de transporter des choses en bateau. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais c'est considérable. Si c'était un pays, ça serait le 6e plus gros pollueur du monde, juste. Et aujourd'hui, on n'utilise plus du tout le vent, parce qu'on n'a pas forcément besoin. Depuis qu'on a du pétrole, on se dit c'est pas la peine. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant qu'il faut réduire les émissions, le vent, on se dit que ça serait pas mal de l'utiliser. Surtout qu'on a énormément progressé dans notre capacité à utiliser le vent. Et donc c'est Yves Parlier, qui est un navigateur, qui avait gagné le Vendée Globe, qui travaille depuis 10 ans sur l'utilisation la plus efficace du vent en mer. Et donc on sait faire beaucoup mieux que des voiles maintenant. Donc lui, il s'est dit, est-ce qu'on peut équiper les cargos, les porte-containers, de systèmes qui utilisent le vent pour réduire la consommation? Et c'est ce qu'il fait, parce qu'en fait, avec Beyond the Sea, leur innovation, ils déploient des voiles de kitesurf géantes, donc qui font plusieurs centaines de mètres carrés, sur les tankers. Donc le déploiement, le rapatriement, le pilotage de la voile est entièrement géré par une intelligence artificielle, donc le marin n'a rien à faire. Et ça monte en très haute altitude parce que ça va chercher des vents beaucoup plus puissants, ça gagne beaucoup plus de force, et ça fait des mouvements de 8 comme un kite, parce que ça permet aussi d'utiliser beaucoup plus et beaucoup mieux le vent. Donc ça, c'est une des innovations. Pareil, là, on a investi pas mal d'argent, plus d'1 million d'euros, et l'idée, c'est de faire en sorte qu'il arrive à passer de voiles qui font, donc sur le marché, maximum 500 mètres carrés, à des voiles de plusieurs milliers de mètres carrés, et surtout que maintenant, ça soit équipé. Parce que lui, il l'a équipé sur des bateaux pour améliorer son truc, faire des tests, mais maintenant, il faut l'équiper en le vendant pour de vrai. Donc c'est l'objectif. La deuxième innovation sur laquelle on est allé s'appelle Leviathan Dynamics. Ça, c'est assez incroyable. Ça s'attaque au système de production de froid. Aujourd'hui, dans le monde, de manière générale, on a énormément besoin de produire du froid, que ce soit pour faire des vaccins, que ce soit pour l'alimentaire, que ce soit pour la clim, par exemple, ou dans l'industrie. Et chaque fois qu'on veut produire du froid, on utilise des gaz qui s'appellent des gaz HFC. C'est des gaz hydrofluorés. Et ces gaz, ils sont des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2.
tellement nocifs que, en gros, c'est l'équivalent du secteur de l'aviation en termes de pollution, ces gaz-là. Donc on se rend pas compte, mais c'est démentiel. Et aujourd'hui, on ne sait pas faire de froid sans utiliser ça. Et ben il y a 8 ans, il y a des mecs qui se sont dit, donc c'est des ingénieurs en thermodynamique des fluides, c'est un peu leur délire de travailler là-dessus, ils se sont dit, venez, on essaye de remplacer ces gaz-là par de l'eau. Ce qui est un pari assez fou. Ils ont travaillé là-dessus et ils ont réussi. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'eau sous vide, parce que la température d'ébullition de l'eau est très basse. Plus elle est sous vide, plus elle est basse. Enfin, plus la pression atmosphérique est faible, plus la température d'ébullition est faible. Et donc ils arrivent à forcer l'évaporation de l'eau à très basse température, ce qui arrache une partie de l'eau sous forme de vapeur en emmenant les calories, donc la chaleur, et il reste une partie de l'eau liquide qui tombe à des températures extrêmement froides. Donc ils font ça avec juste quelques litres d'eau en circuit fermé, ils produisent du froid et en plus ils consomment 30% d'électricité en moins. Donc ça c'est génial pour Time for the Planet. Pareil, on a investi dessus et tu vois ça valide la thèse, les mecs ils font du 7 degrés et ils disaient non, nous notre vie c'est de faire du 4 degrés. Ouais mais le monde en fait il a déjà besoin de 7 degrés. Donc on leur a mis un CEO qui est génial, qui était dans l'industrie, qui a fait ça pendant 40 ans. Et le mec a commencé direct à vendre, maintenant il y en a chez Ariane du Leviathan Dynamics. Et ça fait que quelques mois tu vois. Et la dernière innovation sur laquelle on est allé s'appelle Carbon Time et donc là c'est de la captation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne suffira pas de réduire, il faut aussi capter, parce qu'on est allé tellement loin, on a déjà tellement émis de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, que si on veut tenir les fameux 1,5 degrés ou 2 degrés, en fait, il faut aussi qu'on capture des gigatonnes, donc c'est-à-dire des milliards de tonnes déjà dans l'atmosphère. Et en gros, pour ça, il y a les arbres, on le sait, il y a un certain nombre de choses, mais ça ne suffit pas. Parce qu'en fait, il y a tellement besoin de quantités faramineuses que si on devait planter des arbres, il faudrait plusieurs fois la surface de la Terre entière en forêt pour capter ce dont on a besoin. Donc c'est pas faisable, voilà. Et du coup, il faut chercher d'autres solutions pour capter. Et nous, on est plutôt partisans des solutions naturelles qui existent à l'état normal, pas des machines pour capter. Même si on n'a rien contre les machines, mais voilà. Et du coup, on s'est intéressé à un truc qui s'appelle la minéralisation. C'est une réaction chimique que produisent les roches volcaniques. Depuis toujours, elles ont fait énormément varier le climat de la Terre. Ça a fait vraiment des gros changements climatiques sur la Terre, si tu prends une échelle de plusieurs milliards d'années. Et en fait, c'est une réaction chimique naturelle qui vient transformer le CO2 dans l'atmosphère en roche, grâce aux roches volcaniques. Et ça, il y a une roche qui le fait particulièrement bien, qui s'appelle l'olivine. C'est une roche verte fluo, voilà, tu regarderas sur internet. Et cette roche, quand tu la concasses sous forme de grains très fins, en fait, tu multiplies la vitesse d'exécution de cette réaction par plusieurs milliers de fois. Et donc du coup, l'olivine concassée, si tu la mets sur des plages par exemple, ça te permet d'avoir une énorme quantité de CO2 que tu captures, donc potentiellement des gigatonnes. Et donc ça, pareil, on a investi dessus pour commencer à travailler là-dessus. Donc l'objectif, par exemple, si je reviens sur la première innovation avec le kitesurf, l'objectif à terme, c'est que tous les conteneurs soient équipés de cette innovation pour qu'ils réduisent leur consommation de gaz à effet de serre. C'est l'objectif parce que nous, on ouvre des marchés justement. C'est ça la force de Time for the Planet, c'est qu'on ne veut pas le faire tout seul, ce serait un peu prétentieux. Mais par contre, on se dit, on met ça en open source. Comme ça, n'importe qui peut gratuitement s'emparer de l'innovation et la copier-coller. L'intérêt qu'on a à faire ça, nous, et les porteurs de projets aussi, c'est qu'en gros, il y a 2 devoirs. C'est de la licence libre. Donc tu as un brevet, tu crées la licence et tu la distribues gratuitement. Le premier devoir, c'est de repartager tes propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Donc ça permet de faire une R&D à l'échelle mondiale, justement, parce que tu fais que d'améliorer l'innovation en mutualisant les moyens pour le faire. Et le deuxième devoir, c'est de repartager ton impact, c'est-à-dire les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à ton activité, toi qui utilises ma licence. Ça, c'est hyper important pour nous parce que nous, on va compter toutes les tonnes de nos boîtes à nous, plus les tonnes de toutes les boîtes qui les ont copiées grâce aux licences. Et donc, pour nous, c'est cool l'open source parce que si nous, on se foire et qu'on échoue dans notre coin, c'est pas grave, il y a d'autres gens qui vont réussir pour nous. Et nos associés, qui ont investi dans Time for the Planet, c'est là où on change certains paradigmes. Si on crée nos concurrents et que nos concurrents nous battent, vu que nos associés ils sont payés avec des tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées, en fait, le plus on a de concurrents, le plus ils gagnent. Et donc même si nous on meurt et qu'on crée nos concurrents et qu'ils nous battent, ils gagnent. Donc c'est cool. Je vais peut-être poser une question de Candide, mais du coup, qui sont ces associés ? Alors, quel est le profil des associés de Time for the Planet, tu veux dire ? Qui peut être associé Comment est-ce que ça fonctionne ? C'est le but de Time for the Planet. En fait, le hack de Time, c'est qu'on s'est structuré en mouvement pour que ça nous dépasse et que ça soit beaucoup plus efficace. Parce que si nous, tout seuls, avec nos petits bras, on doit tout faire, en fait, on va pas aller très loin. Par contre, si n'importe qui peut s'emparer de l'objet Time for the Planet, l'aider à grandir, s'impliquer avec son réseau, son temps, ses contacts, ou juste son bouche à oreille, tu vois, en parler autour de lui, là, on a une chance de faire un truc mondial, et là, on a une chance de faire vraiment très très mal. À ces fameux gaz à effet de serre, bien sûr. Et du coup, le but de Time for the Planet, c'est que toute personne peut devenir actionnaire à partir d'€1, donc directement en ligne, sur le site internet, en 1 minute. Et après, quand tu es actionnaire, tu es copropriétaire. C'est pas un don que tu as fait comme ça à l'arrache.
tu participes vraiment au déploiement de cette boîte, au développement de cette boîte. Tous les associés ont la connaissance des innovations Ils ont en tout, cours. ils ont accès à tout, ils ont accès aux assemblées générales, ce qui est le plus haut niveau de décision et de connaissance d'une boîte. Donc en gros, ils peuvent tout savoir, voir toutes les dépenses, ils voient tout. Après, libre à eux de le faire ou pas. Mais en gros, le minimum qu'ils peuvent faire, c'est mettre 1 euro. Et après, s'ils veulent s'impliquer 15 heures par semaine, comme certains le font, ben, bienvenue. Donc là, vous avez 49 000 associés à ce jour pour Time for the Planet. Et quel est l'objectif dans les années à venir? Est-ce qu'il y en a un ou... Moi, j'aimerais bien faire un petit 90 000, 100 000 à la fin de l'année, histoire de commencer à peser un peu et à commencer à montrer que voilà, on peut faire des trucs tous ensemble. Après, moi, à 1 million, je commence à être tranquille et à prendre des vacances, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Est-ce que du coup, vous êtes à 49 000 associés et comment est-ce que s'organise le fonctionnement de Time? Tu nous as dit qu'il y a des assemblées générales. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comment est-ce que tout ça se structure? C'est une bonne question. Alors, justement, faire vivre un mouvement d'intelligence collective, c'est difficile parce qu'on décentralise. Si tu veux, le bon exemple, par exemple, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, le créateur, il est parti dormir depuis bien longtemps, mais le Bitcoin, ça cartonne et ça se développe et il y a toujours des mecs qui travaillent dessus. Nous, on veut faire un peu pareil pour le climat. On veut faire un truc décentralisé, autoporté par sa communauté, où si nous, on est abattus froidement dans la rue demain, bah c'est pas grave en fait, ça continue. Et d'ailleurs, c'est déjà en train de nous dépasser comme ça. Et donc, aujourd'hui, on a organisé ça dans un truc qui s'appelle la galaxie de l'action. Donc, on prend pas de drogue, hein, on reste dans la sémantique. Et en gros, la galaxie de l'action, c'est un truc où il y a des planètes et des comètes. Les planètes, c'est des viviers de gens qui ont des compétences communes ou des caractéristiques communes. Genre planète traducteur, planète avocat, voilà. Ou planète Lion, planète Lion 3, tu vois, c'est possible. Donc tous ces gens-là, on leur dit juste, viens ici. C'est des gens qui disent, moi je veux aider, je veux faire plus. On les met dans la planète, ils peuvent s'inscrire, ils choisissent. Quand ils sont dans la planète, on leur demande rien si ce n'est de faire des apéros, ce qui est quand même plutôt cool. Et ensuite, régulièrement, quand on a des besoins spécifiques, ou à leur initiative à eux, on crée des comètes. Et là, des comètes, c'est des projets qui doivent aider Time for the Planet à grandir d'une certaine manière. Par exemple, traduire notre site dans toutes les langues du monde, organiser des conférences dans toutes les villes de France, appeler tous les nouveaux associés pour leur dire bienvenue. Tout ça, c'est des vrais exemples qui existent. Et en fait, aujourd'hui, il y a des centaines de comètes qui ont eu lieu, où on n'a jamais été impliqué nous, on ne sait même pas que ça s'est passé. Et tout ça est organisé dans cette fameuse galaxie de l'action, pour que n'importe qui puisse donner un peu de son temps, de son énergie, quand il en a, et participer à faire avancer la machine. Et franchement, on a obtenu des trucs de dingue. Par exemple, ce soir, on est à la télé sur France 3, et toute la semaine, on est en pub télé sur France 3. C'est des associés qui travaillent dans la télé, qui ont dit ok, on va se démerder, on va leur obtenir de la pub télé. On avait été affichés dans toutes les rues de France avec JC Deco, voilà, c'est une boîte de publicité sur du mobilier urbain. C'est une campagne qui valait 1 million d'euros. Pareil, un mec qui travaillait chez JC Deco, mais random, hein. Il avait mis 100 euros dans Time, il a dit ok, moi je vais remonter voir mon patron et je vais me démerder, on va obtenir ça. Tous les jours, il y a des trucs comme ça. Et c'est ça la force de l'intelligence collective. C'est que là, quand tu commences à avoir un outil sur lequel chacun peut agir et chacun peut amener sa petite brique, en fait, tu construis une cathédrale très très vite. Et c'est là que ça devient intéressant pour reboucler sur ce que tu disais au début. C'est quand tu es tout seul dans la rue avec une brique, bah t'as l'air d'un con. Mais quand tu fais une cathédrale de malade de 500 mètres de haut, les gens ils disent c'est plutôt cool en fait. Et ben c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, c'est top parce que du coup, chacun avec ses connaissances, ses compétences ou alors son métier peut apporter quelque chose à Time for the Planet. À nous et aux boîtes aussi de Time for the Planet. Parce que typiquement, il y a des boîtes qu'on a déjà qui ont trouvé des clients de dingue grâce à des associés qui ont dit ah putain cool, vous avez investi dans de la production de froid, bah ça tombe bien, moi je travaille dans une boîte qui cherche des nouvelles solutions sur ça, je vous mets en relation, boum. Et vraiment c'est ça, c'est chacun peut avoir un rôle quoi. Je voulais revenir sur un point. Du coup, par rapport à tout cet engouement autour de Time, comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître? Parce que là, tu nous parlais de France 3, de JC Deco, mais au début, comment est-ce qu'on arrive à développer comme ça une entreprise et à lui donner autant d'importance? On se déchire la gueule. Non, en vrai, alors déjà, il faut savoir qu'on a fait 2 ans de bénévolat avec Time for the Planet pour le lancer. Donc il fallait être prêt à faire un minimum de sacrifices. Tu vois, on travaillait le soir et le week-end pour pouvoir gagner notre vie. C'était un projet qui était clairement ambitieux en termes d'énergie, et ça l'est toujours, hein, c'est un truc de grand malade. Mais en gros, nous, notre vision, c'était qu'il fallait réussir à faire prendre la boule de neige. Il fallait que chacun soit responsable. Et en fait, que chacun soit l'ambassadeur de son projet. Et c'est ça, le hack. C'est qu'en gros, on met notre ego au service du projet et pas le projet au service de notre ego. Parce qu'il faut que ce projet soit celui de tout le monde. Donc il faut que nous, demain, on puisse se faire même virer de notre propre projet. Et c'est pas grave, en fait. Il faut que ce truc-là, il grossisse sans nous et qu'il ait pas besoin de nous. Et donc pour ça, il fallait que chacun soit responsable. Il fallait qu'on explique vraiment à tout le monde, les gars, vous êtes copropriétaires. C'est autant à vous qu'à nous
et la responsabilité de réussir ou d'échouer, elle est autant à vous qu'à nous. Et si on le fait comme ça, ouais, là, on peut faire un gros truc. Et c'est ce qu'on a fait, mais tu vois, on a mis 6 mois à atteindre les 1000 premiers associés, puis un an en tout à atteindre les 5000 premiers associés, et puis là, maintenant, on est à 49 000 un an plus tard. Donc en fait, c'est vraiment une boule de neige qui peut prendre, quoi. Et comment est-ce que tu expliques un peu cet engouement qui s'est fait assez rapidement? Est-ce que c'est une prise de conscience générale de la population face à l'urgence d'agir, ou alors c'est parce que l'effet de communication a aussi très bien marché? Ouais, c'est dur à dire. Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Nous, le premier truc, c'est qu'on a une approche de l'écologie plutôt joyeuse et positive. Tu vois, on n'est pas moralisateur ou culpabilisant parce qu'en effet, je pense que ça sert pas trop et ça fait pas avancer les gens. Donc nous, on tend la main à n'importe qui, même le plus gros des pollueurs, s'il a l'intention de s'intéresser au truc et de changer. Mais bienvenue, mec. Tu vois, enfin vraiment, c'est important. Je pense qu'il faut vraiment encourager tout le monde parce que si on se tire dessus entre nous, les 5% de mecs qui ont envie d'agir pour la planète, et qu'en plus tout le monde est dépressif, je vois pas qui va avoir envie de venir ici, hein. Ça va être compliqué. Du coup, vraiment, on s'est dit qu'il fallait changer un peu le discours et utiliser beaucoup l'humour, rassembler, jamais taper sur qui que ce soit, jamais de coupables, ni les politiques, ni les pollueurs, ni les Chinois, comme on l'entend toute la journée. En fait, les coupables, c'est nous tous, et on a tous notre part de responsabilité, donc on peut tous aussi être une partie de la solution. Donc ça, c'était notre vision de base. Je pense que ça a bien plu à pas mal de gens. Ensuite, il y a un fait important aussi, c'est que nous, on a la croyance qu'on peut marier écologie et économie. Ça veut pas dire qu'on va faire de la croissance verte. Ça veut dire qu'en gros, on peut utiliser l'économie, l'argent, les outils qu'on a à notre disposition, les entreprises, les réseaux sociaux, le marketing, pour le climat. Et que c'est même urgent de le faire parce qu'on a tellement peu de temps que si on n'utilise pas ça, je vois pas comment on va faire. Et ça a plu aussi à beaucoup de gens, à toute une tranche de la population qui est un peu entre les mecs qui te disent business as usual, on change rien et on s'en fout, et les mecs qui te disent le grand châtiment est arrivé, la fin du monde c'est maintenant. Donc tu vois, nous on se positionne un peu entre les deux pour tous les gens qui se disent ok, ben ouais, ça faudrait faire un truc, mais juste comment quoi. Et le dernier point, je pense, c'est qu'on a énormément accompagné les gens pour qu'ils soient ambassadeurs du truc en leur donnant tous les outils pour le faire. De quoi poster sur les réseaux sociaux, des tutos pour que ce soit facile de le faire. On leur propose de le faire souvent, on leur demande de l'aide. Ils savent qu'on est bénévole, ils savent d'où on vient et pourquoi on fait ce truc-là. Du coup, ben, ils ont envie d'aider aussi. De manière générale, ils savent que personne peut gagner d'argent là-dedans, que c'est pas au service d'intérêts privés, que c'est pas politique, que c'est apartisan. Tout ça fait que je pense, tu vois, le truc fonctionne à peu près. Mais on est très loin d'avoir réussi un truc, hein. Pour l'instant, on est des petits poussets, hein. Il y a encore du taf. Bah, c'est en faisant des petites rivières qu'on arrive à faire des fleuves. Exact, tout à Donc, fait. oui, c'est vraiment top comme initiative. Et est-ce que les évaluateurs, c'est juste ce comité scientifique, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes derrière? Non, en fait, vraiment, il y a 4 étapes. Donc, les évaluateurs, c'est des gens qu'on forme, comme toi et moi. On les forme sur des formations d'1 heure. Et ensuite, ils vont passer 20 minutes à 1 heure sur chaque innovation en ligne, sur une plateforme qu'on a fait pour la noter selon 6 critères. Les externalités négatives, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse pour la biodiversité, est-ce qu'elle flingue pas les sols, l'eau, etc. La réplicabilité, est-ce qu'elle est compatible avec l'open source, tout ça. Donc eux, ils passent du temps, et ce qu'on voit, c'est que comme ils sont des milliers à le faire, ils sont 4500 je crois aujourd'hui, en fait, on arrive à un niveau assez précis de sélection, et ça nous fait un top 10, un top 5 tous les trimestres. Ce top, il passe au comité scientifique. Là, le comité scientifique, c'est 14 experts pluridisciplinaires qui viennent de tous les grands labos, CEA, CNRS, Negawatt, etc. Et eux, ils vont travailler un mois en amont de leur journée scientifique, donc le moment où ils se réunissent, pour essayer de valider que l'innovation n'est pas bullshit, elle est passable à l'échelle, elle n'est pas dangereuse, etc. Quand ils se réunissent le jour J, ils rencontrent les innovateurs et ils les déboîtent. C'est le but, c'est est-ce qu'elle va passer après ou pas. Les innovations qui passent ça, là, on les envoie sur le terrain directement avec des candidats entrepreneurs, donc des mecs qui sont entrepreneurs, qui ont dit moi je veux porter une boîte de Time for the Planet demain, voilà tout ce que j'ai fait avant, donc eux on les sélectionne, on y passe du temps, on les recrute, et ces gens-là on dit ok, tu veux être candidat, bah va sur le terrain et va vendre cette innovation, et montre-nous que tu peux faire des vraies ventes avec des vrais clients. Et s'il arrive à faire ça, ok, l'innovation elle a un marché et l'entrepreneur il est bon, donc c'est cool, ça nous permet de faire d'une pierre deux coups. Et une fois qu'on a fait tout ça, ce qui prend beaucoup de temps, hein, ça prend presque 1 an en moyenne, et bien là, on vote en assemblée générale, on dit à tous nos actionnaires salut les amis, nouvelle assemblée générale, aujourd'hui on a 3 projets à vous proposer, vous pouvez investir sur 2, 1 million par exemple, à vos télécommandes. Et du coup, est-ce que Time for the Planet, par ce biais-là, se considère un peu comme aussi un média sensibilisation? En vrai, je pense qu'on a fait parler du climat comme très peu de médias aujourd'hui. Tu vois, typiquement sur le dernier rapport du GIEC, on a fait ce qu'on appelle une OP collective. Donc en gros, on envoie à tous nos actionnaires, yo, voilà un post à faire, un par jour pendant toute la semaine. Et donc là, c'était sur les grands chiffres du dernier rapport du GIEC. Et on a généré 10 millions de vues sur LinkedIn, tout seul avec notre communauté, tu vois, sur les derniers rapports du GIEC. Ce qui est colossal en vrai. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un JT entier qui avait parlé que du GIEC.
Du coup, je pense que oui, on est un média sans s'en rendre compte. Et puis d'ailleurs, on a un média sur YouTube en parallèle parce qu'on pense qu'il faut faire avancer la sobriété en parallèle de l'innovation et que ça ne nous coûte pas grand-chose d'aller interviewer les mecs stylés qu'on rencontre au fur et à mesure de notre aventure. Et typiquement, on a généré 350 000 heures de vidéos vues sur ces thématiques-là l'année dernière, quoi, en parallèle de ce qu'on fait avec Time. Donc je pense que de toute façon, en faisant du bordel autour du climat, on fait quelque chose. Moi, le nombre de mecs qui me disent, ok, les gars, en fait, par effet de ricochet, j'ai arrêté la viande, je me suis calmé sur l'avion et tout, parce que je vois passer vos trucs Time for the Planet et tout, c'est vraiment énorme. Donc je pense que le but, c'est juste d'en parler, de montrer qu'il y a des gens qui font, et de montrer aussi que les gens qui font, c'est pas des gars qui vivent dans une grotte avec un verre d'eau, quoi. Tu vois, c'est des mecs qui sont normaux. Genre moi, j'ai une vie normale, j'ai peu d'émissions par rapport à la plupart des gens, tu vois, je suis à 3 tonnes de CO2, faut être à 2 tonnes, mais voilà, je suis bien avancé. Bah, j'ai une vie plutôt cool, tu vois, j'ai pas l'air d'un gars complètement néandertalien, quoi. Et je pense qu'il faut déconstruire ça. Donc ça relie les récits dont tu parlais. C'est sûr que si nos récits de succès et de réussite dans la vie, c'est de faire 3 vols en avion par semaine et d'habiter dans un énorme rooftop climatisé à Dubaï, Mm. ouais, ça va être compliqué de faire la transition. Mais en fait, ce récit-là, en vrai de vrai, il est bling bling, donc il est un peu canon parce qu'il a un certain temps derrière lui. Mais je pense que c'est pas un récit qui va aller loin parce que si tu regardes la courbe du bonheur, il y a un vrai indicateur sur la santé sociale et la courbe du PIB, par exemple, de la richesse ou voilà. Bah, tu vois très vite qu'il y a des plafonds et qu'en fait t'es pas plus heureux même quand t'as le rooftop climatisé avec une piste de ski intégrée à Dubaï. En vrai, les gens ils veulent être heureux, ils veulent se sentir utiles, ils veulent avoir une vie sympa. Euh, Aujourd'hui ils peuvent penser ou croire qu'ils vont l'être parce qu'ils auront ces vies d'influenceurs. La réalité c'est que moi j'ai travaillé et j'ai côtoyé énormément d'influenceurs comme ça. Ils sont très souvent beaucoup plus malheureux que la plupart des gens que je côtoie et qui ont zéro abonné hors taxe, quoi. Mm, mm. C'est sûr que souvent, ce qui peut être présenté sur les réseaux sociaux ne reflète pas toujours la réalité. Et pour revenir un peu sur cette capture des gaz à effet de serre grâce aux innovations, tu nous parlais tout à l'heure du dividende climat. Et si j'ai bien compris, c'est notamment ce à quoi sert ce dividende climat, de pouvoir rémunérer les associés en fonction du taux, enfin du nombre d'émissions capturées euh, pour ensuite les retransformer en rémunération. Ouais, en fait, c'est un petit changement de paradigme par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans une boîte, quand tu investis, tu es rémunéré en ROI, donc en retour sur investissement. Tu mets 1 euro, ça te sort 2 euros ou 1,1 €, ce que tu veux. Nous, on s'est dit ça, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, à partir du moment où tu arbitres les décisions stratégiques d'une boîte par rapport à ta possibilité de gagner plus d'argent, tu fais toujours des mauvais choix pour l'environnement, pour un certain nombre de choses. En tout cas, on voulait pas faire ça. Et on s'est dit comment est-ce qu'on fait autre chose qui permet de rémunérer nos actionnaires d'une manière palpable, tangible, pour qu'ils soient fiers de leur investissement et qu'ils voient à quoi ça sert en fait, parce que c'est important de voir à quoi ça sert quand même. Et on s'est dit il faut créer un autre type de rémunération qui fasse sens par rapport à l'enjeu. Et donc c'est là qu'on a créé le dividende climat. Et donc quand tu investis dans Time for the Planet, tous les ans tu touches ton dividende climat. Donc c'est un certificat officiel sur une plateforme en ligne qui te dit bravo, grâce à ta thune, cette année, il a été évité 200 tonnes de CO2. Et donc c'est très intéressant pour nos actionnaires parce que, un, ils ont envie de voir en cumulé combien ils arrivent à finalement ne pas émettre de tonnes de CO2 à l'avenir et à quel point ils ont participé au sauvetage du monde en fait. Tu vois, c'est quand même cool de se dire ça vu comme ça. Et la deuxième chose, c'est que c'est un vrai indicateur tangible en fait, le dividende climat. Ils connaissent les mécaniques du dividende normal, donc ils savent que voilà, tous les ans ils touchent leur dividende climat, ils sont curieux d'aller le voir. Et en fait, leur argent travaille dans Time for the Planet parce qu'ils ont placé de l'argent qui crée des boîtes qui, elles, sont rentables. La rentabilité revient sur Time for the Planet, mais elle est toujours réinvestie pour relancer des boîtes. En gros, c'est ça le modèle de Time. Ça ne sort jamais puisqu'il n'y a pas de dividende. Donc c'est toujours réinvesti. Donc ta thune, elle est là, elle travaille, elle se multiplie avec les mécaniques traditionnelles de l'entreprise, sauf qu'elle ne se multiplie pas pour ton patrimoine financier, elle se multiplie pour ton patrimoine carbone. C'est méga simple. Les gens comprennent très bien. Et en fait, c'est un indicateur qui peut paraître anodin. Au début, il y a plein de gens qui nous ont dit mais personne n'investit pour pas gagner plus d'argent. Mec, quand tu vas au musée, tu payes ta place, c'est pour faire quoi? Tu vas pas gagner plus d'argent quand tu sors du musée. Voilà, quand il s'agit de décarboner, c'est pareil. Mais
j'imagine que du coup, ceux qui rejoignent le mouvement Time for the Planet sont quand même déjà un peu sensibilisés à la cause. Mais on voit en ce moment, enfin, sur les réseaux sociaux, qu'il y a encore plein d'influenceurs qui sont suivis par des millions de jeunes et qui promeuvent un peu leur luxe de vie, leur mode de vie hyper consommateur, tout ça. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'inverser la tendance et de sensibiliser davantage ces personnes-là? Ouais, ça c'est une Mais- vraie question. Et elle est cool, merci de la poser. Bon, il y a plusieurs façons. Déjà, le premier truc, c'est que ces gens-là n'ont pas compris ce qui se passe, tu vois. Enfin, ils ont compris, comme on disait au début, que oui, bon, il y a un réchauffement climatique, ça va, quoi. Mais ils n'ont pas compris les enjeux. Et donc, je pense que ça ne peut pas les intéresser parce que si tu n'as pas compris, c'est difficile. Donc, je pense qu'il y a un gros enjeu de pédagogie, mine de rien, même si on n'a pas beaucoup de temps. Donc, il faut agir et en même temps faire de la pédagogie. Mais typiquement, le GIEC, moi, quand je dis vous savez ce que c'est le GIEC, les gens ils me disent ouais, c'est le truc que personne ne lit. Enfin, c'est vrai, c'est un enfer, c'est un PDF de 3000 pages, quoi. Nabila, elle va pas lire un PDF de 3000 pages. Donc je pense qu'il y a un enjeu à parler de ces choses-là de manière plus accessible, à mettre des équipes de communication autour du GIEC. Et après, il y a aussi un enjeu à ne pas, justement... C'est deux stratégies. Mon pote Thomas, là, qui fait un média qui s'appelle Bon Pote, lui, il va les détruire. Il arrive en équipe, il met un commentaire où il a plus de likes que eux sur leurs photos, en disant vous trouvez ça normal, en gros. Ouais, Thomas Weiner sur LinkedIn. Ouais, c'est Ouais, ça. je le suis, c'est Bah, il est hyper sur Insta, pertinent ce qu'il publie. Exactement. Mm, mm, Et mm. donc lui, ben, c'est sa façon de faire et je trouve qu'elle est bien dans son rôle à lui. Nous, on est dans une autre façon de faire qui est viens t'impliquer pour le climat, même si t'es loin d'être un exemple, même si t'es le pire en fait, mais viens t'impliquer en mettant quelques euros déjà dans Time for the Planet et ce sera cool. Donc les mecs le font au début en se disant allez, pour me donner un peu bonne conscience, je vais aller dans le truc du climat. Sauf qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont commencé à mettre dans Time for the Planet, bah, ça leur crée un petit trigger dans la tête où ils se disent quand même je m'implique un peu pour le climat donc il faudrait quand même que je m'y connaisse un minimum, que je m'intéresse, et puis ils arrivent dans une communauté de plein de gens de Time for the Planet qui leur disent bienvenue, trop cool, machin, et qui leur parlent de trucs dont ils n'ont pas bien compris. Et en fait tous ces mecs là, bah, ça devient des gros malades de l'écologie en un an en gros. Et vraiment, et ça c'est assez intéressant parce que c'est une autre façon de les y amener sans trop les... sans les... Tu vois, les mettre, les acculer, quoi. En gros, les mettre face à des responsabilités où ils sont pas à l'aise. Mais les deux techniques fonctionnent, hein. Thomas a des bons résultats aussi. Là, je pense qu'on a une bonne vision du fonctionnement de Time for the Planet. Merci beaucoup pour ces explications. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie au quotidien pour avoir un comportement plus éco-responsable ? Très bonne question, merci. Alors je fais plein de trucs moi, donc j'ai arrêté l'avion, je prends quasiment plus que le train, donc j'ai fait un gros move de ma vie perso, parce que je me suis dit, moi j'adore faire plein d'activités, typiquement sportives, genre j'adore aller skier par exemple l'hiver. Sauf qu'avant, bah, je prenais ma caisse tous les jours pour aller skier, tu vois, ce qui n'était pas très éco-responsable justement. Et donc je me suis dit, comment je transforme ma vie pour continuer de kiffer le ski sans polluer. Et donc j'ai fait un gros switch dans mon mode de vie qui est pas accessible pour tout le monde, mais pour des étudiants clairement il l'est. Maintenant j'habite un mois à un endroit, un mois à un autre, un mois à un autre. Et j'ai créé un concept de coloc éphémère. Donc en gros je viens vivre en coloc pour pas que ce soit très cher avec des gens qui sont d'autres entrepreneurs ou tu vois voilà pour que ça me permette d'avoir un lieu hyper cool. Et typiquement bah là j'étais en Chartreuse, j'ouvrais ma porte et c'était les pistes de ski de fond. Donc je skiais tous les jours avec zéro émission. Je me mets toujours près d'une gare. Typiquement une gare SNCF, une gare TGV, pour pouvoir faire mes rendez-vous, aller à Paris, et là où il y a une bonne connexion internet. Donc ça a été le plus gros move parce que j'ai changé drastiquement ma vie. Clairement, c'est assez vénère quand même. Et à côté de ça, bah, il y a plein de trucs. J'ai arrêté la viande parce qu'en fait, ça réduit énormément les émissions. Ça te baisse de 10% direct. J'achète plus du tout de fringues, plus en ligne, plus machin. En fait, je récupère des fringues de potes à moi qui sont soit sponsorisés parce qu'ils sont sportifs. J'ai eu la chance d'avoir plein de potes sportifs de haut niveau sponsorisés, donc je me dis, bah, ils balancent leurs fringues, je vais les récupérer, elles sont cool. Enfin voilà, de manière assez simple, j'ai vraiment énormément réduit. Donc je suis passé de 9 tonnes, en gros, ce qui est à peu près la moyenne française, à 3 tonnes en faisant ça. Et ça inclut quelques petits moves, mais c'est assez facile, quoi. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ce calcul de passer de 9 tonnes à 3 tonnes ? Très bonne question, mon capitaine. Donc là, il y a un truc qui s'appelle Nos Gestes Climat. Je vous invite à aller faire votre empreinte, vous calculez, ça prend franchement 5 minutes. Il y a quelques questions, c'est bien fait, c'est facile, c'est un petit truc en ligne, un petit simulateur, et vous savez où vous en êtes, et vous savez quels sont vos postes d'émission, et comment vous pouvez réduire en fait. Ok, et là tu disais l'objectif du coup pour rester sur les 1,5 degrés et ne pas les dépasser, c'est que chacun atteigne 2 tonnes. C'est ça, c'est qu'on doit tous être à 2 tonnes. Ok. Donc Nabila, elle est à 200 tonnes. Et donc, c'est ce mode un peu de vie nomade. Donc, tu loges chez des personnes, c'est ça ? Ou alors tu trouves des... Airbnb. Hein. Airbnb, Ouais, ok. Là, en ce moment, je suis à Aix-en-Provence, tu vois. Et je suis au pied de la Sainte-Victoire, dans un endroit juste démentiellement beau.
Il faut pouvoir le faire, je suis d'accord. Mm. Tout le monde ne peut pas le faire. Mais en fait, chacun peut trouver la façon de le faire. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais si tu avais des enfants, tu comprendrais. Si j'avais des enfants, je m'adapterais d'une autre manière en fait. Je réfléchis à une façon de changer ma vie pour ne pas rester dans des schémas. C'est le principe de l'entrepreneuriat. Je dis pas que c'est simple, hein, et je dis pas que j'ai toutes les réponses, hein. Des fois, je sais pas comment faire. Mais en tout cas, le principe de l'entrepreneuriat, c'est que quand il y a une galère ou une contrainte, bah faut réfléchir à ce qu'on peut en faire et comment on transforme ça en opportunité ou en avantage. Bah là, c'était un peu ça, tu vois. Je me suis dit, ok, comment je descends à 3 tonnes? C'est pas évident. Ben, faut que je trouve des solutions, et ça, c'en était une. Ok, et ben on vous invite tous à faire le calcul de vos tonnes émises Grave. pour ensuite voir les efforts qui restent à faire. Prochaine question, jusqu'où les gens sont prêts à diminuer leur confort? Exemple, est-ce que demain on dit aux gens de baisser le radiateur de 3 degrés, en sont-ils capables? Très bonne question. Ce qui a été montré, c'est que le baisser de 1 degré, ça a un impact démentiel. C'est énorme, hein. Genre, si tout le monde baisse de 1 degré, c'est un truc de taré. Genre, on gagne 1 an limite. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, mais ça fait gagner vraiment du temps sur la. Quand je dis 1 an, c'est par rapport à 2030. Je précise quand même. Ok. Mais en fait, ça change rien pour le confort. C'est ça qui a été démontré dans les études, c'est qu'ils voient même pas 1 degré. Enfin, ils voient Il pas faut la juste mettre un pull plus chaud et Ouais, et même puis pas. voilà, quoi. Donc après, jusqu'où les gens sont prêts à baisser leur confort? Je pense qu'il faut pas prendre la question comme ça. C'est quoi le confort en fait? Mm. Et donc, encore une fois, je pense qu'il faut pas que les gens pensent qu'on doit revenir au Moyen Âge. Moi, je vis très confortablement. Il fait chaud dans les maisons où je suis, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont importants et qu'on va faire de manière générale. Typiquement avec Time, on va investir dans des solutions pour rénover énergétiquement les bâtiments. Aujourd'hui, les bâtiments, c'est des passoires thermiques. Donc en gros, tu mets le chauffage à 23 parce que tu essaies péniblement d'atteindre 16 degrés. Et en fait, si tu avais des bâtiments bien isolés, on n'aurait pas besoin de mettre le chauffage, si ça se trouve, et on garderait une température à 20 degrés. Donc tout ça passe aussi par le fait de travailler de manière plus large sur la transformation de nos bâtiments, de justement toutes ces solutions d'isolation. Et puis je pense que faut surtout pas penser qu'on va baisser notre confort, parce que sinon oui, t'as pas envie d'y aller, quoi. Mais ça baisse pas ton confort. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est aller au taf en caisse ou y aller en vélo quand il fait beau, par exemple. Mais juste, en fait, c'est 100 fois plus agréable d'y aller en vélo. Ça paraît con, mais c'est 100 fois plus. Mm. Mec, t'es dans un bouchon, ça klaxonne, t'es fatigué, t'en as marre. C'est horrible, c'est pas une vie, ça, c'est l'horreur, ça. Ou alors t'es dans le métro, il y a des gars qui puent des dessous de bras, t'es collé. Mais parle-moi pas de confort. Le confort, ça peut se trouver en étant plus éco-responsable. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on sorte du paradigme, même si la question est pertinente. Et en vrai, je l'aurais posée moi aussi. Mais il faut sortir de ce délire de on va perdre en confort. On va pas perdre en confort, on va s'adapter. C'est pas pareil. Je suis tout à fait d'accord. Autre question pour revenir un peu sur Time. Quel est ton rôle concrètement à toi dans Time et les autres cofondateurs? Yes, alors moi mon rôle c'est de faire connaître le plus possible Time for the Planet, donc je développe toute la communauté d'associés. Clairement ma métrique à moi c'est faut qu'on monte à 1 million d'actionnaires. Donc je gère à la fois tout ce qui est réseaux sociaux, je gère à la fois tout ce qui est communication, création de contenu, je gère un peu tout ce qui est relations presse, mais je gère aussi tout ce qui est conférences. Je discute avec les PDG du CAC 40 ou toutes les grosses entreprises qui sont intéressées pour investir dans Time. En fait j'aime bien dire que je suis l'hameçon. En gros je ramène des gens. Et ensuite, en fonction des besoins de ces gens, je dispatche aux autres. Et donc là, les autres ont plein d'autres rôles. Alors typiquement, il y a Nicolas qui fédère la communauté active de Time for the Planet. Donc toute cette galaxie de l'action, tous ces gens qui veulent faire des trucs, lui, il s'occupe de ça, il gère ce truc-là. Il y a Denis qui gère toute la partie scientifique. Donc toute la partie innovateur, innovation, comité scientifique, processus de sélection. Il y a Mehdi qui gère toute la partie création des boîtes, entrepreneurs, aller recruter ces gens-là, les mettre sur le terrain, valider qu'il y a des modèles économiques, faire en sorte que ces boîtes-là, elles puissent grossir, avoir de l'impact, etc. Il y a Laurent qui gère tout le back-office. Donc le back-office, c'est vraiment le juridique, le comptable, les automatisations, tous ces trucs-là. Il y a Colline qui gère toute la partie, elle, c'est plus relations presse, faire en sorte que, tu vois, on ait une communication, des dossiers très clairs, des informations qui soient très claires, voilà, ce genre de trucs. Et après, on a nos salariés. Donc là, on a Claire et Emma qui, elles, s'occupent de lever de l'argent auprès des grandes entreprises maintenant, puisque là, on a fait un gros crowdfunding avec les citoyens. Maintenant, il faut lever à coup de dizaines de millions avec les entreprises, donc elles travaillent à ça. On a Hugo qui s'occupe de toute la vidéo, donc lui, il réalise de la vidéo, il filme, il fait de la captation, parce qu'on en a beaucoup besoin chez Time for the Planet. Et il y a Emily, qui est le couteau suisse, qui fait plein de trucs. Elle va répondre à plein de petites demandes, plein de machins, elle va nous fluidifier pour qu'on gagne du temps, quoi.
Ok, super. Bah, ça fait une belle petite équipe. Et est-ce que du coup vous envisagez enfin, est-ce que vous arrivez à gérer de la même manière qu'au début Time, puisque ça prend de plus en plus d'ampleur? Est-ce que vous avez l'optique, je sais pas, de recruter de prochains salariés ou... Ouais, bonne question aussi. En fait, tant qu'on reste dans les 10%, on va recruter, on va grossir. On est obligé parce qu'en fait, plus on grossit, plus on a de trucs. Donc typiquement, je ne l'ai pas cité parce qu'elle vient d'arriver, mais il y a Cécile clairement qui va s'occuper d'ouvrir des pays maintenant pour Time for the Planet. Et donc là, elle commence par l'Angleterre. Donc son but, c'est d'aller sur place en Angleterre, d'ouvrir le pays, d'ouvrir demain un autre pays, l'Allemagne, machin. Donc on va recruter de plus en plus des compétences très spécifiques, très pointues. Cécile, elle est extraordinaire, elle est hyper forte. Ben tu vois, on a mis du temps à la trouver, mais ce qui est dingue, c'est elle est venue par la communauté active. Elle a commencé à faire des trucs, elle s'est fait remarquer, elle est devenue formatrice parce qu'on a des formations, etc. Et du coup, bah, on s'est dit, putain, génial, cette fille est brillante, go. Donc on recrute petit à petit, mais en fonction des besoins très spécifiques qu'on a. Et le but, c'est pas d'être une énorme équipe avec des process et tout qui nous scléroseraient. En fait, nous, on se parle quasiment pas avec les autres, avec les cofondateurs en tout cas. On connaît notre métier, on connaît notre verticale. On avait tous monté une boîte dans cette verticale. Tu vois, moi, les médias sociaux, les réseaux, les communautés, je connais bien. Du coup, je fais ça et les gars ne savent pas forcément ce que je fais. Ils voient les associés qui avancent, mais tu vois, ils s'occupent pas trop de ça. De même que moi, je m'occupe pas du juridique ou du comptable, je m'en fous, je ne regarde jamais. Et en fait, c'est ça qui est efficace, c'est qu'on fait pas trop de réunions, de machin, on perd pas trop de temps. Et quand tu dis ouvrir des pays, c'est en fait faire connaître Time for the Planet à l'échelle un peu internationale, c'est ça, que le projet s'implante dans Ouais. différents pays. Ouais, alors c'est Ou- trouver des entrepreneurs comme nous sur place, ce qu'on appelle des keepers d'ailleurs, c'est des gardiens des valeurs, parce qu'en fait on n'est pas des chefs, tu vois, c'est pas pyramidal Time for the Planet, c'est horizontal, et nous on est là pour s'assurer qu'il y ait les valeurs qui soient maintenues. Et donc là par exemple on cherche un community builder en Angleterre, c'est-à-dire un équivalent un peu de ce que moi j'ai fait, un mec qui sache développer la communauté d'actionnaires citoyens en Angleterre, et qui soit un entrepreneur, qui ait fait des boîtes là-dedans, et donc qui vienne prendre ce poste en Angleterre. Ensuite, dernière question. On est dans un contexte présidentiel. Est-ce que selon toi, les politiques en parlent assez de ce dérèglement climatique? Et est-ce qu'on doit compter sur eux? Ont-ils le pouvoir vraiment de eux faire changer les choses? En fait, personne n'a le pouvoir tout seul. Tout le monde a du pouvoir et personne n'a du pouvoir. Tu vois, il y a une phrase d'un président que j'aime bien qui disait j'ai bien compris ce que vous me demandez, maintenant sortez dans la rue et obligez-moi à le faire. En fait, il y a un ensemble de choses comme ça qui sont enchevêtrées. On vit dans un monde vachement complexe et il n'y a pas des mecs avec des boutons qui décident de tout. Les politiques, ils ont une part de responsabilité et une part de pouvoir. Clairement, on ne fera pas sans le levier politique et clairement, le climat est sous-coté aujourd'hui en politique. Mais les politiques, en fait, ils sont mandatés par les citoyens. Donc si les citoyens élisent pas des politiques qui veulent parler de climat, bah, pourquoi ils parleraient de climat en fait? Tu vois, enfin, ils n'ont pas été élus pour ça. Donc c'est nous, les politiques. C'est nous. On est les politiques. Après, bien sûr que la politique, ça va être un outil indispensable et il va falloir que ça bouge, mais il n'y a pas que ça et on a d'autres outils. Et donc c'est aussi pour ça que nous, avec Time for the Planet, c'est un peu l'expression de dire mais on ne demande pas la permission, on n'attend pas qu'on nous autorise. On fait en fait, indépendamment des politiques, on se démerde et on fait avec ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire, et ça suffira pas. Ça fera une goutte d'eau. Mais en fait, si on est des millions à faire des gouttes d'eau, bah à la longue, ça fait un truc. Et tu vois, si demain il y a 1 million d'actionnaires en France de Time for the Planet, un soixantième des habitants, par exemple, demain on arrive à ce stade-là, imaginons, les politiques ils vont se dire bon, c'est gros ce truc quand même, tu vois, il se passe un truc. Il se passe un truc, Et donc, faut peut-être faudra changer peut-être pas quelque qu'on chose. soit les connards qui ignorons ce qui se passe, quoi. Mm, mm. Donc, je pense que c'est à nous, citoyens, d'essayer de faire du bruit, de faire des choses, quoi. En fait, c'est un peu un biais de toujours tomber dans le bah, on va attendre qu'il se passe un truc. Malheureusement, on n'a plus le temps. Qu'il faut agir maintenant. Donc pour finir un peu sur une note d'optimiste, puisque tu te définis comme un entrepreneur optimiste et que c'est tout aussi l'objet de Time for the Planet, de- d'engager un maximum de personnes sur cette question du dérèglement climatique, ne pas prendre ça comme quelque chose de... Enfin, éviter d'être éco-anxieux en fait face à ça, agir du mieux qu'on peut, être en adéquation avec ses valeurs, faire parler du mouvement à côté de nous pour qu'il y ait un maximum de personnes qui prennent conscience de la nécessité d'agir face au dérèglement climatique. Et du coup, quel message aimerais-tu passer aux personnes qui regarderont cette interview? Bah, qu'en fait, dès qu'on agit, qu'on est dans l'action et qu'on n'est plus dissonant, donc qu'on se met le plus possible, en tout cas dans un chemin pour être en cohérence avec ce qu'on sait de l'état du climat et de la planète, tout va bien. Parce que de toute façon, même si la planète brûle, ce qui est c'est une figure de style, on aura
fait de notre mieux en fait. Et du moment que tu fais de ton mieux, bah t'es pas dans le mal parce que t'as rien à te reprocher et ça va. Bien sûr que quand tu te lèves tous les matins pour aller travailler dans un job qui fait l'inverse de ce en quoi tu crois, c'est difficile et t'es forcément un peu éco-anxieux. Mais en vrai, l'action c'est une réponse à chaque fois. Et du coup, ben, juste faites des trucs, vous allez voir, c'est trop cool. Enfin, mettez-vous en action, vous allez jamais être en dep quoi. Enfin, moi perso, tu vois, j'ai jamais d'éco-anxiété quoi. Et du coup, rejoignez Time for the Planet. Exactement, à partir Pour d'un agir. euro, ça fera toute la diff parce qu'en vrai, même si vous avez que 1 euro à mettre, ne vous dites pas ah j'ai juste 1 euro, c'est naze. Non, non. En fait, c'est ça qui va nous faire, nous permettre de faire effet de levier. Et on le voit maintenant sur des très grosses boîtes parce que les boîtes elles disent vous êtes combien. Et si en fait on leur dit on est 50 000, on est 100 000, ils vont pas regarder combien on a levé ou si les gens ont mis 1 euro en moyenne. Ils vont dire ok, il y a des gens qui ont pris leur CB, qui ont payé pour devenir actionnaires de ce truc, donc faut qu'on les aide. Et je pense que ça fera vraiment une diff. Bah écoute, Arthur, on a terminé pour cette interview. Je te Hélène. remercie d'avoir répondu à mes questions. C'était très enrichissant et j'espère que l'interview vous plaira.